Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Sylvie. Bonjour Aurélie. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous sur le métier de graphothérapeute. Oui, c'est bien ça, c'est mon métier. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, qui vous êtes, comment vous en êtes venu là? Alors, moi, je suis graphothérapeute rééducatrice de l'écriture depuis maintenant 23 ans. J'ai démarré en 2001 en cabinet libéral à Aix-en-Provence. J'en suis venue là parce que j'aime le contact avec les gens, en fait. Voilà, j'aime aider, j'aime accompagner. Voilà. Je suis dans une optique empathique, on va dire, avec les gens, voilà. Je suis plus, voilà, dans l'accompagnement, le conseil, etc. Et donc, j'ai choisi ce métier parce que il y avait ce côté-là, donc d'aider les enfants, les adolescents, les adultes en difficulté, notamment avec tout ce qui est écriture, motricité fine, voilà. Mais aussi parce que ça touche un domaine que j'aime bien. J'aime écrire, voilà. J'ai toujours aimé l'écriture et voilà. Et à la fois d'arriver à concilier, voilà, quelque chose que j'aime comme l'écriture et ce côté conseil, accompagnement, aide à la personne, voilà, m'a tournée vers cette profession de graphothérapeute que j'aime beaucoup. En fait, c'est un métier passion, hein, comme je dis souvent. Voilà, c'est un métier qui est passionnant, le contact avec donc les enfants, les ados, même les adultes, voilà, qui sont en difficulté suite à un accident, suite à des pathologies, voilà, des personnes qui ont Parkinson. C'est très varié et c'est ça aussi qui me plaît en fait. C'est que on est sans cesse dans le renouvellement d'intérêts, on est sans cesse dans la recherche d'aide en fait pour ces personnes. Le bon plan de rééducation, trouver les bons outils, tout ça en étant très très proche d'eux, hein, et en personnalisant en fait notre travail par rapport à chaque cas. C'est des cas très différents chaque fois. Il faut s'adapter à chaque personne que l'on rencontre, à sa Voilà, difficulté. tout à fait, voilà, c'est ça. Alors, quelles sont vos missions au quotidien? Qu'est-ce que vous faites justement pour aider ces personnes? Quand c'est des enfants, par exemple, ben déjà, que ce sont enfants, adolescents ou adultes, je les reçois déjà pour faire un bilan, hein. Le bilan, c'est un peu l'état des lieux, en fait. Quelles sont les difficultés, quelles sont les compétences aussi, voilà, de la personne ou de l'enfant. Et à partir de là, on cible les difficultés et on met en place un plan de rééducation avec un certain nombre de séances par rapport aux difficultés. Par exemple, moi, je suis spécialisée sur les troubles d'apprentissage chez les enfants. Donc, les troubles dysgraphie, dyspraxie, dyslexie, etc. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, d'enfants qui sont en difficulté, qui ont des troubles dys, qui sont déjà peut-être diagnostiqués par d'autres professionnels, hein, l'orthophoniste, la psychomotricienne, etc. Et des fois, il n'y a pas de diagnostic, ils viennent directement et c'est moi qui pose voilà, le diagnostic. À quoi ressemble une journée type chez vous? Alors, la journée type, on peut pas parler de journée complète, en fait, parce que, sauf le mercredi et le samedi, parce que les enfants sont disponibles et les parents souvent aussi. Mais sinon, c'est surtout le soir après l'école, en fait. Donc, je les reçois à partir de 16h, 16h30. Ça dépend des sorties d'école. Les ados, je peux plus les recevoir dans la journée parce qu'ils ont souvent des emplois du temps, oui, avec des trous. avec des trous, voilà. Donc, ils peuvent s'organiser pour venir dans la journée. Et les adultes, c'est dans la journée ou également le soir parce qu'il y a des adultes qui travaillent, hein, voilà, et d'autres adultes qui sont plus des gens à la retraite, parce que ce sont des personnes âgées, par exemple, quand on a des cas d'arthrose, de rhumatisme, des choses comme ça. Oui, voilà. quand il y a la rééducation suite à un accident, ça, vous pouvez choisir, avoir des horaires de journée, quoi. Voilà, je peux avoir des horaires de journée, mais c'est quand même un métier où on travaille plutôt le soir,
ou entre midi et 2, quand les gens sont disponibles, surtout le mercredi et le samedi en ce qui concerne les enfants. D'accord. Le samedi toute la journée, vous travaillez, vous? Oui, le samedi toute la journée, voilà. D'accord. Parce qu'il y a la partie bilan aussi, parce que des fois, ils peuvent pas venir en semaine pour faire le bilan. Et puis, les bilans, c'est bien de les faire le matin aussi quand l'enfant est apte, on va dire, voilà, et pas en fin de journée ou en fin de semaine quand il est vraiment fatigué, voilà, parce que du coup, ça fausse un petit peu aussi les résultats de test, quoi. Si la fatigue se met au milieu, Oui, on voilà. va pas faire un bilan à 16 heures après l'école, quoi. Voilà, donc j'évite. D'accord. Du coup, en journée, vous gardez un peu de temps, du coup, pour votre administratif, je suppose. Voilà, parce qu'en tant qu'indépendant, on a quand même beaucoup d'administratifs, voilà. Donc, il y a les comptes rendus de bilan, parce que systématiquement, il y a un compte rendu à faire, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Il y a des courriers à faire, parce que quand l'enfant vient de la part d'un enseignant ou d'un médecin ou d'un autre professionnel, mais la moindre des choses, voilà, c'est de lui faire un petit courrier de remerciement pour lui expliquer un petit peu ce qu'on a vu au bilan aussi, pour qu'il puisse suivre aussi son patient. Après, voilà, il y a toute la comptabilité, il y a tout ce qu'on a à gérer aussi en tant que travailleur indépendant. Quelles sont les compétences, selon vous, nécessaires pour réaliser ce travail? Mais déjà, il faut aimer les enfants, aimer le contact avec les gens, en fait. Voilà, ça c'est la base, en fait. Les familles, parce qu'on a aussi affaire aux familles. Alors, on a des familles qui sont inquiètes aussi, parce que ils s'aperçoivent que leurs enfants ont des difficultés. Des fois, ils ont déjà consulté plein d'autres professionnels et il n'y a pas eu de vraies réponses. Des fois, il y a eu des diagnostics posés, mais ça les inquiète en fait parce qu'ils n'arrivent pas à vraiment cerner en fait toutes ces difficultés. Et ils s'inquiètent de savoir si va arriver à avancer, si ça va pas freiner. Tout ce qui est apprentissage scolaire, etc. Quoi, voilà. Il y a des parents qui sont très inquiets, très soucieux aussi de la réussite de leurs enfants. Après, il y en a d'autres pas du tout, en fait. Après, je m'occupe aussi d'enfants qui ont pas vraiment de 10, en fait, voilà, qui n'ont pas un dysfonctionnement. Voilà. Des fois, c'est simplement des difficultés passagères. On a des enfants un peu, voilà, on a des enfants un peu atypiques aussi, comme les enfants à haut potentiel, qui sont des enfants très intelligents, qui percutent vite sur plein de choses, mais qui ont des difficultés en motricité fine et en écriture parce que le geste ne va pas aussi vite que la pensée, par exemple. Donc, ce sont des enfants qui sont frustrés. Alors là, il n'y a pas de dysfonctionnement, il y a juste le fait que l'enfant a besoin d'entraînement supplémentaire, par exemple. D'accord. Voilà. Mieux tenir son stylo, peut-être. Voilà, des petites Voilà, techniques, avoir une meilleure posture, mieux tenir son stylo, être moins crispé, moins anxieux par rapport à l'écriture, parce que ce sont des enfants aussi les hauts potentiels qui sont hypersensibles en fait et qui sont vite aussi dans une certaine angoisse en fait, une certaine anxiété quand ils n'arrivent pas à faire les choses en fait. Voilà, donc c'est surtout aussi les rassurer, leur montrer comment ils peuvent utiliser leurs compétences, voilà. Et souvent, c'est arriver à faire le lien entre la pensée et l'écriture, en fait, voilà. Selon vous, est-ce qu'il est facile de trouver du travail, de démarrer une activité dans ce domaine? Alors, c'est une activité qui était peu connue pendant longtemps, en fait, parce que souvent on me demandait, mais qu'est-ce que c'est graphothérapeute? Voilà, il décortique, grapho égale le graphisme égale l'écriture, et thérapeute égale la thérapie. Donc la thérapie de l'écriture, c'est souvent ce qu'on me disait. Voilà, alors petit à petit maintenant, c'est un métier qui commence à être connu quand même. Bon, surtout dans le milieu professionnel avec les autres intervenants comme les orthophonistes, les psychologues, les psychomotriciens. Voilà, on travaille en équipe, en réseau, donc on commence à être bien connu. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus facile d'accéder quand même à cette profession. Bon, la base, c'est quand même d'avoir un bac+2 pour se présenter dans un centre de formation. Il n'y a pas de diplôme d'État, en fait. Il y a une certification dans des écoles privées. Maintenant, elles sont aussi un peu plus nombreuses, ces écoles. Voilà, il y en a un petit peu partout en France. Après, s'installer en indépendant, c'est toujours un peu compliqué aussi, parce qu'on est seul, il faut tout gérer.
Donc, il faut aussi avoir cette capacité-là, en fait, hein, de travailler seul, de s'organiser, de gérer aussi bien tout le côté, on va dire, gestion financière que gestion administrative, le relationnel avec les familles, avec les autres professionnels, le planning aussi, qui est pas toujours évident. Voilà, on est confronté aussi, malheureusement, comme certains médecins, à des désistements de dernière minute, à des oublis de rendez-vous, donc à des creux hein, dans le planning, forcément. Quand il y a des petites épidémies d'enfants malades, voilà, on vient pas. Des fois on prévient, des fois on prévient pas. Donc il faut arriver à gérer tout ça, et c'est pas forcément pour tout le monde en fait. Hein. Voilà, il y a des graphothérapeutes qui se sont installés et qui n'ont pas continué parce qu'il y a aussi ce côté entre guillemets instable en fait qui fait que c'est le statut d'indépendant qui veut ça, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment en fonction de son implication personnelle aussi. Voilà, c'est ça. Ça demande beaucoup d'implication, surtout au début quand on s'installe. Hein. Il faut monter son réseau, il faut se faire connaître, il faut avoir la confiance des professionnels et des familles aussi. Il faut faire un travail de qualité parce que on est quand même dans une profession où on nous demande des résultats, même si on n'est pas tenu à avoir des résultats, mais les parents, bon voilà, ils payent une prestation, et ils veulent des résultats. Notre image, c'est aussi d'arriver à leur donner ces résultats-là, en fait. Il faut que l'enfant progresse, il faut que les maîtresses derrière soient satisfaites. C'est ça. Voilà. Qui rentre plus vite dans le moule quand même, quoi. Voilà, qui rentre dans le moule de l'éducation nationale, qui puisse suivre le programme. Voilà. Ça vous arrive de vous déplacer à l'école, justement Alors, sur demande, oui. Je peux me déplacer à l'école pour faire des suivis ou pour faire, au début, ce que je faisais beaucoup, c'est de l'information aussi. Expliquer, par exemple, ce qu'est le trouble de l'écriture, comment il se repère. Voilà. Alors, c'était surtout dans les écoles privées parce que malheureusement, dans le public, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'autorisations à demander, etc., pour pouvoir rentrer dans une classe et faire un peu de l'information. C'est plus facile avec les écoles privées. Voilà. Mais ça, c'est aussi un bon moyen de se faire connaître, en fait. C'est déjà de passer par l'école, en fait, de rencontrer des enseignants, d'expliquer ce qu'on fait et de donner des pistes aussi pour que les enseignants puissent repérer, en fait, ces enfants. Voilà. Parce que malheureusement, il y a des enseignants qui sont formés, en fait, hein, ou qui se forment de par eux-mêmes. Et puis, il y en a qui ne sont pas forcément formés à tous ces troubles parce que, voilà, au niveau de la formation des enseignants, il n'y a pas vraiment d'heures sur les troubles spécifiques des apprentissages. Voilà, il y a des aperçus, des choses comme ça, mais c'est pas assez pour eux pour après gérer dans une classe plusieurs enfants en difficulté. Voilà. Alors, ils ont des aides, bien sûr, hein, ils ont des AEH, etc., pour certains enfants qui sont mis en place, des personnes qui les accompagnent, qui les soutiennent en classe, etc. Mais voilà, il y a quand même un manque de ce côté-là aussi, en fait. Donc, c'est vrai que des fois, on est très bien accueillis parce qu'ils sont en demande, en fait, de renseignements et d'informations sur tous ces troubles, etc., quoi, voilà. Ils sont un peu démunis, quoi, les pauvres. Voilà. Est-ce qu'on peut en vivre, selon vous, de ce métier? Alors, on pouvait en vivre, on va dire, parce que bon, voilà, j'ai eu des belles années, voilà. Mais maintenant, avec la crise économique là, depuis 2 ans là, depuis le Covid, voilà. Déjà le Covid, ça a été un frein, hein, parce que tous les thérapeutes ont dû interrompre leur activité pendant pas mal de mois. La reprise a été très lente en fait. Il y avait des mesures d'hygiène, etc., à mettre en place. Et là, petit à petit, on se rend compte que maintenant, il y a la crise économique qui est arrivée. Comme nos soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, que pas toutes les mutuelles participent, même s'il y a des aides, par exemple, pour les troubles 10 par la MDPH, hein, lorsqu'il y a un handicap de reconnu. Tous les enfants ne rentrent pas dans ce cadre-là aussi, parce qu'il y a un pourcentage d'handicap à avoir. Et donc, il y a toute une tranche de familles qui ne peuvent pas avoir accès à des aides et qui renoncent au suivi souvent. Voilà, donc ils viennent faire des bilans et puis ensuite, ils essaient de se débrouiller ou de demander à l'enseignant de se débrouiller. Voilà, du coup, l'enseignant m'appelle pour avoir des pistes. Voilà, mais
voilà, la rééducation, des fois, est difficile à être mise en place alors qu'elle serait vraiment nécessaire pour l'enfant, dû au budget, en fait. Hein, voilà. Donc, du coup, nous, on en pâtit aussi. Et notre chiffre d'affaires est en diminution, là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va dire que c'est une profession. On peut en vivre, mais il faut développer d'autres activités à côté. Voilà. D'accord. Voilà. Et souvent, les nouvelles, c'est ce qu'elles font. Elles ont un job à mi-temps salarié, par exemple. Et elles Voilà. font Et elles font ce métier de graphothérapeute en plus, en fait. Voilà, en complément. Voilà. Alors, si la situation s'arrange, ça sera un vrai métier avec un vrai revenu. Mais actuellement, voilà, on est nombreuses, voilà. Et puis c'est à hauteur aussi, comme on disait tout à l'heure, de l'investissement, de se faire connaître. Tout à fait, parce que le fait d'être installé en libéral, en cabinet, il y a un loyer, voilà, il y a des factures, il y a l'électricité, il y a du matériel, voilà, donc il y a de la papeterie, voilà, il y a plein de choses qui malheureusement ont un coût, ont augmenté aussi pour nous, hein, puisque nos charges aussi ont augmenté. C'est ça. Donc, j'imagine que du coup, pour vous, la visio, c'est plus compliqué parce qu'il y a des autres thérapeutes dans d'autres disciplines qui ont généralisé un peu plus la visio, mais vous, c'est plus compliqué. Vous avez peut-être besoin de c'est matériel. compliqué. Il y en a qui l'ont mis en place. Moi, je l'ai fait un petit peu pendant les mois Covid, on va dire, voilà, pour suivre certains patients qui voulaient continuer. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, déjà, il faut du matériel. Voilà, et toutes les familles sont pas équipées. Moi, il faut que j'ai un regard aussi sur la posture, sur la tenue du crayon. Il faut que je guide aussi l'enfant sur les lignes quand ils n'arrivent pas à rester sur des lignes, quand l'écriture est trop grosse ou trop petite. Et en visio, c'est un peu compliqué. En plus, l'enfant, il est chez lui, donc il est dans un autre contexte. Des fois, il y a d'autres enfants dans la famille aussi. Il y a du bruit autour. Voilà. Il y a tout un contexte environnemental aussi qui n'est pas favorable, voilà, aussi à une rééducation en visio. Donc, ce que je propose, moi, plutôt que la visio, c'est de me déplacer à domicile, par exemple. D'accord. À condition d'avoir que l'enfant ait sa propre chambre, par exemple, où on peut se retrouver pour un endroit calme. isolé. Voilà, où moi j'amène mon matériel, où il y a une table, voilà, pour qu'on puisse se poser, voilà, des choses comme ça. Voilà. Et du coup, vous adaptez votre tarif en fonction du déplacement, du coup, ou ça reste… Et oui, je suis obligée d'adapter mon tarif en fonction du déplacement. Après, si c'est pas trop loin de mon cabinet, par exemple, bon, j'applique à peu près les mêmes tarifs qu'au cabinet. Vous voyez, si j'ai pas trop de déplacements, de kilomètres à faire. Après, si je dois me déplacer dans un village qui est un petit peu loin ou quoi, voilà, je suis obligée d'appliquer aussi le tarif au kilométrique, hein, voilà. Tout à fait, c'est normal. Pour un ordre d'idée, une consultation, c'est combien? Alors, la première étape, donc, c'est le bilan. Voilà. Donc, le bilan, c'est 140 € avec le compte rendu écrit qui est détaillé, étalonné, en fait, qui fait 3-4 pages à peu près. S'il n'y a pas besoin de compte rendu écrit, parce que bon, des fois, il y a des familles qui viennent de leur propre chef, en fait, sans être poussées par l'école ou par un médecin ou par un autre professionnel. Et c'est juste parce que l'enfant a quelques difficultés, en fait. Il n'y a pas de trouble avéré ou quoi que ce soit. Donc, des fois, on me demande pas de compte rendu. Donc là, je fais un tarif à 90 €. Et la séance de rééducation, si c'est un enfant de maternelle ou de primaire, c'est 37 €. Et si c'est un adolescent ou un adulte, collège, lycée ou études supérieures, c'est 50 €. Après, le nombre de séances, c'est une question qu'on me pose souvent au départ. Mais ça varie vraiment en fonction de chaque enfant et de chaque difficulté. C'est ça, et puis, voilà, on a des enfants. Il y a des enfants qui vont évoluer plus vite que d'autres. Voilà, tout à fait. Il y a des enfants qui évoluent très vite. Souvent, les enfants à haut potentiel, en fait, ils captent très vite et ils évoluent vite, en fait. Donc là, il faudra peu de séances. Mais on a des enfants qui ont besoin de plus de temps, en fait. Et l'évolution est un peu plus lente. Et donc là, il faudra un peu plus de séances, en fait. Voilà. Et donc, pour terminer, si vous aviez un conseil à donner à ceux qui se posent la question, à ceux qui auraient envie de se lancer? De bien réfléchir déjà au départ, de faire déjà un petit peu le tour des professionnels qui sont déjà installés, les appeler, se renseigner. Si vraiment ils sont attirés par la profession,
bon, il faut y aller, il faut se lancer, choisir un bon organisme de formation aussi, parce que malheureusement, tous les organismes ne sont pas au même niveau. Voilà. Il y a des organismes sérieux avec une formation, vraiment, on va dire, étayée, vraiment qui apporte beaucoup par la suite, parce que la formation, c'est la base, en fait. Voilà. Si on est bien formé, après, on peut bien travailler et on peut bien orienter aussi les enfants. Mais si on a une formation qui est un peu légère, en fait, voilà, parce que déjà, des fois, on est attiré par des formations courtes, on va dire, ou des formations avec des budgets pas très importants. Mais il vaut mieux choisir une formation longue, en fait, et avec, même s'il y a un budget un peu plus important, mais avec un programme vraiment solide, en fait, voilà, qui apporte vraiment des compétences et des outils pour travailler, quoi, voilà. Sinon, la plupart, quand elles sont une formation trop légère, après, elles sont obligées de refaire d'autres formations à côté pour compléter, voilà, ou des fois elles sont ennuyées parce qu'elles n'ont pas les réponses à apporter aux parents et aux patients. Donc, voilà, c'est toujours embêtant. Moi, je fais partie d'un organisme qui s'appelle Graphidis, en fait, et qui est un groupement de professionnels et qui est aussi un organisme de formation. Eh bien, je vous remercie, Sylvie. Merci à vous, Aurélie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!